Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion du 19h. Nous sommes le jeudi 30 novembre et voici les titres. Alors que l'année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée, la COP28 s'est ouverte aujourd'hui à Dubaï. Quels sont les enjeux de cette conférence sur le climat et comment Monaco compte s'impliquer dans ces défis pour notre planète? Céline Caron-Dagioni sera en duplex avec nous depuis Dubaï pour nous éclairer. Ensuite, nous vous parlerons de l'association Les Enfants du Pays avec sa présidente Géraldine Gallo-Motillon. Hier soir, une réunion s'est tenue avec le ministre d'État Pierre Dartout pour avancer sur les différentes demandes de l'association. Ce mois de novembre était dédié à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et c'est ainsi que 2 bancs ont été inaugurés à l'école de la Condamine. Des bancs destinés à alerter les professeurs et les élèves si l'un d'entre eux rencontre un problème. Plus d'informations à suivre. Et puis tous les enfants justement sont fous. La Patte Patrouille séduit toute une génération. Son créateur Keith Chapman nous a accordé un entretien. Vous allez notamment découvrir comment cette série est née. Et pour refermer ce journal, nous vous emmènerons à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Un nouvel hommage au compositeur Rachmaninoff a été donné dans le cadre de la série de concerts intitulée Happy Hour. Nous ouvrons donc ce journal en prenant la direction de Dubaï où s'est ouvert aujourd'hui la COP28. Le prince Albert II prendra part à cet événement mondial où il portera la voix de son pays. Il sera accompagné par Céline Caron-Dagioni que nous allons recevoir dans quelques instants et par Valérie Davenet, directeur de l'environnement. Mais pour l'heure, essayons de mieux comprendre ce rendez-vous ô combien important pour notre planète. Bonsoir Émilie Rousseau, vous êtes à Dubaï pour Monaco Info avec Hugo Comassa. Quels sont justement les enjeux précis de cette COP28 ? Oui, bonsoir Julia. Eh bien, cette COP28 est marquée par un événement majeur du calendrier climatique international puisqu'elle dressera le premier bilan mondial de l'accord de Paris, accord conclu en 2015 lors de la COP21. L'objectif fixé était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Autant dire que cette conférence des parties pour le climat est un tournant décisif pour y arriver. Chefs d'État et de gouvernement, collectivités, ONG, plus de 80 000 personnes sont attendues à la COP28 pour répondre à ces enjeux climatiques. Un rendez-vous mondial très attendu dans un contexte géopolitique tendu auquel de nombreuses personnalités prendront part, comme le roi Charles III, le président de la République française Emmanuel Macron ou encore son Altesse Sérénissime le prince Albert II. L'événement a débuté aujourd'hui sur l'ancien site de l'exposition universelle avec un appel à l'accélération climatique et à une plus grande ambition face à l'escalade de la crise climatique, faisant ainsi écho aux propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leaders must drastically up their game now, with record ambition, record action, and record emissions reductions. The next round of national climate plans will be pivotal. These plans must be backed with the finance, technology, support, and partnerships to make them possible. The task of leaders at COP28 is to make sure that happens. La justice climatique, le financement de l'adaptation, l'organisation du fonds pertes et préjudices ou encore la sortie des énergies fossiles seront également évoqués lors de cette conférence sur le climat. Les Nations Unies appellent à une action climatique plus audacieuse. Today's report shows that governments combined are only taking baby steps to avert the climate crisis. And it shows why governments must make bold strides forward at COP28 in Dubai to get on track. This means COP28 must be a clear turning point. Governments must not only agree that stronger climate actions will be taken, but also start showing exactly how to deliver them. Et le président de la COP28, l'Émirati Sultan Al-Jaber, s'est dit prudemment optimiste sur le succès de cette conférence. Elle doit apporter de bonnes nouvelles au monde, a-t-il ajouté. A noter que Sultan Al-Jaber, ministre de l'économie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, dirige également la principale firme pétrolière du pays.
Et je vous le disais en début de journal, le prince Albert II participera à cette COP28. Il s'exprimera en effet vendredi au segment de haut niveau pour les chefs d'État et de gouvernement. À cette occasion, il sera accompagné par Céline Caron-Dagioni et Valérie Davenet, directeur de l'environnement. La ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est notre invitée ce soir. Elle est en duplex depuis Dubaï. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous l'avons entendu, cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques est marquée par la conclusion du bilan mondial des pays signataires de l'accord de Paris. Alors, première question, comment Monaco compte répondre aux résultats de ce bilan mondial ? Écoutez, 8 ans après l'adoption de l'accord de Paris, ce premier bilan va être un gros cap, celui du constat, de l'évaluation de ce que tous les États ont pu mettre en œuvre et en matière d'atténuation, d'adaptation et puis de soutien financier. Et il est clair que cela va nous montrer que nous ne sommes pas tout à fait au niveau des comptes espérés et ni pour plafonner le réchauffement climatique qui doit en tout cas ne pas évoluer plus de 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ni non plus démontrer que nos efforts ont permis donc d'atteindre cet objectif qui, je vous le rappelle, permettront d'éviter des milliers de réfugiés climatiques et encore moins aussi au niveau malheureusement des moyens financiers que nous avons tous été en mesure de mettre sur la table. Et je crois, et je dirais même plus qu'avec les tensions géopolitiques que nous vivons, les tensions climatiques que nous vivons, plus que jamais, nous devons rester positifs et continuer d'œuvrer en ce sens et non pas baisser les bras. On le sait, de nombreux engagements ont déjà été pris par Monaco pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que l'on peut revenir dessus ? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de la principauté, au cas précis, les engagements, la première grande mesure phare était celle de la contribution déterminée nationale. Je vous le rappelle, moins 55% à horizon 2030 et la neutralité carbone à horizon 2050. Notre objectif à nous, à la fin de cette COP, va être déjà de faire le bilan de où nous en sommes. Les premières estimations qui me remontent, c'est qu'à fin 2022, nous avons atteint à peu près 32% sur les moins 55. Donc, nous avons encore quelques années pour arriver à ces moins 55. Nous allons aussi essayer de déterminer une nouvelle contribution déterminée nationale à l'horizon 2035, de manière à avoir un premier pivot entre 2030, moins 55, et la neutralité carbone en 2050. Par rapport à cette neutralité carbone, on sait, la principauté travaille pour l'atteindre le plus rapidement possible. C'est un projet ambitieux, mais cela nécessite, il faut le rappeler, tout de même un long travail. C'est un long travail, c'est un travail de toutes les parties, pas simplement celle d'un gouvernement, mais vraiment de toutes les parties prenantes en principauté. Et ce travail se bâtit toujours sur 3 leviers qui sont nos 3 sources d'émissions de gaz à effet de serre. Le premier, l'énergie des bâtiments. Et donc là-dessus, je pense que nous pouvons être fiers et continuer de soutenir la politique de transition de nos bâtiments. Je le rappelle, la mesure phare, c'est l'interdiction en début d'année 2022 de l'utilisation du fioul, une énergie fossile très émettrice de gaz à effet de serre. Et comment nous avons réussi à lever ce premier challenge, c'est notamment en se focalisant sur une technologie pour laquelle la principauté était pionnière avec la thalassothermie. Et rien que cette mesure nous permet en tout cas d'atteindre 10% de moins de gaz à effet de serre sur l'énergie des bâtiments. Le second, c'est sur la mobilité, dont on parle beaucoup en ce moment. Et la mobilité, je dirais même l'électromobilité, aujourd'hui est très soutenue en principauté. Nous avons atteint cette année, en 2023, 15% de notre parc. Il y a 3 mois, nous avons dépassé ce seuil de 15% du parc en électromobilité. À horizon 2025, ce seront l'ensemble de nos bus de transport urbain qui seront complètement décarbonés. Et nous devons continuer encore à pousser ce curseur le plus loin possible. Nous avons également l'objectif de réduire la mobilité de 20% en principauté. Et enfin, le troisième volet, c'est le volet des déchets ménagers. Et en cela, la politique ambitieuse du zéro déchet plastique, déjà dans nos consommations au quotidien, sont autant de déchets plastiques en moins à recycler, qu'ils soient en premier recyclage ou ensuite en recyclage dans l'usine. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et cette neutralité carbone, c'est une pleine implication voulue par le prince souverain qui prendra part à cette COP28.
Oui, tout à fait. Le prince souverain est notre leader, c'est notre moteur, c'est lui qui nous donne ses objectifs et effectivement, il est très leader, très précurseur en la matière et très intéressé aussi par nos résultats au quotidien, de la performance de notre économie, à avoir opéré ce virage de la transition énergétique. Voilà, il nous reste du chemin, mais nous devons être contents, fiers du chemin accompli et qu'il nous mobilise encore plus pour pouvoir prouver que nous sommes ambitieux. Merci beaucoup à vous d'avoir été présente sur notre antenne alors que vous êtes en ce moment même à Dubaï pour la COP28. Merci à vous de votre attention et de votre intérêt. Et merci beaucoup à Émilie Rousseau qui est en direct depuis Dubaï pour son aide à la réalisation de cet entretien. Nous avons reçu hier soir dans ce journal Caroline Rougueignon-Vernin, la présidente du Conseil économique, social et environnemental à Monaco. Hier soir se tenait son grand cocktail annuel en présence notamment du ministre d'État Pierre Dartout. À cette occasion, Caroline Rougueignon-Vernin a pris la parole avec un discours placé sous le thème de l'unité. Je la cite, « L'unité n'est pas un but, elle est un préalable qui s'impose à chacun d'entre nous pour protéger notre pays et nos institutions face aux difficultés du monde extérieur. Une unité derrière notre souverain qui, mieux que quiconque, peut décider des orientations de notre pays et des projets menés par son gouvernement. N'oublions jamais que Monaco a confié son destin à une famille princière qui nous guide et qui a permis à ses citoyens de vivre sereinement dans le plus beau pays du monde. » Fin de citation. Le ministre d'État que vous avez pu voir sur les images du cocktail de fin d'année du CESE a aussi participé hier à une réunion de travail avec l'association Les Enfants du Pays. Pour connaître les détails de cet entretien, nous recevons ce soir sa présidente depuis 10 ans, Géraldine Gallo-Motillon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au lendemain de votre entrevue avec le ministre d'État Pierre Dartout à propos des enfants du pays, que retenez-vous ? On espérait que le ministre d'État allait pouvoir nous parler vraiment d'une piste, cette fois-ci concrète pour le logement des enfants du pays, et il n'a pas été en mesure de le faire. On voulait discuter du projet des Lucioles et à l'heure actuelle, il ne peut pas nous certifier que les Lucioles iront aux enfants du pays. Le logement, c'est un problème récurrent pour vous. Où en sont globalement les discussions, surtout ces logements? Vous parlez des Lucioles, mais est-ce qu'il y a d'autres discussions en cours? Alors en fait, c'est pas les Lucioles pour les Lucioles, ça peut être n'importe où, on n'est pas attaché à cet immeuble précisément. Maintenant, il y a eu un engagement du gouvernement pour les enfants du pays en parlant de création d'immeubles. La première date de IDA, c'était quand même en 2009, il devait y avoir 30 appartements pour les enfants du pays et à ce jour, rien n'a été concrétisé. Quel message avez-vous voulu porter au ministre d'État Pierre Dartout hier soir ? On essaye de garder espoir. Il y a quand même quelques chiffres qui sont un petit peu favorables puisque, en effet, en 2022, pour, je dirais, quasiment la première fois depuis pas mal d'années, des appartements du secteur protégé ont pu être donnés aux enfants du pays, ce qui n'avait pas été le cas depuis au moins 2018, 19, 20, 21, etc., puisque c'était systématiquement récupéré par les monégasques qui eux-mêmes avaient des problèmes pour se loger. On parle évidemment beaucoup du logement qui est une problématique centrale pour les enfants du pays, mais quelles sont peut-être aujourd'hui vos autres attentes ? C'est vraiment le logement. Nous avons eu donc la grande victoire qui a été pour les enfants du pays français, c'était la fin de l'imposition. Donc ça, c'était la très grande victoire. Ensuite, on a eu un statut qui est ce qu'il est. Moi, je pense qu'il est un petit peu trop ouvert, mais au moins nous avons un statut. Et donc, le troisième gros point était le logement. Et là, on avance très lentement. Comment, selon vous, vos attentes ou vos espoirs pourraient se voir un petit peu exaucés? Qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je crois qu'il y a un gros problème. Si vous voulez, c'est que le secteur protégé, c'est à la fois la conciliation des intérêts sociaux qui semble très important évidemment pour les locataires enfants du pays en particulier, mais il y a aussi des monégasques dans le secteur protégé, et puis aussi le droit de propriété. Jusqu'à présent, ce rôle social a simplement porté sur les propriétaires. Et donc là, pour la première fois, le gouvernement a dit on allait créer des appartements pour les enfants du pays.
Donc il y a cette promesse, on espère qu'elle sera concrétisée, ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Le ministre d'État nous a quand même parlé de plusieurs pistes qui sont étudiées avec d'autres institutions qui pourraient venir en aide pour, elles, créer et ensuite gérer les appartements. On a bien discuté avec le ministre d'État, on est conscient qu'il y a des problèmes à la fois de foncier, des problèmes évidemment budgétaires, mais aussi il faut garder en tête la Constitution elle-même qui parle simplement des monégasques. Donc il y a tout ceci à prendre en considération, ce qui n'est pas une tâche simple évidemment pour le gouvernement. Eh bien, merci beaucoup à vous, Géraldine Gallo-Moutillon, d'avoir été présente sur Monaco Info. Merci bien. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fait du mois de novembre le mois de la lutte contre le harcèlement scolaire. Et parmi les nombreux événements organisés, nous prenons la direction de l'école de la Condamine où 2 bancs ont été décorés par les élèves. 2 bancs de l'amitié, ils ont été inaugurés ce mercredi matin. Je vous propose d'écouter la directrice de l'établissement à propos de l'importance de ce projet. 1, 2, 3. Ces 2 bancs ont été décorés par les élèves de CP et de CE1 parce qu'on s'est dit que lorsqu'un enfant se sent un petit peu isolé ou se sent pas très bien dans la journée, il a besoin un petit peu de se mettre de côté et ça permettra à ses camarades de le repérer et d'aller vers lui. Ça permettra également aux enseignants, quand ils sont dans la cour de récréation, de voir si un enfant est assis dessus, de pouvoir aller à côté de lui, le questionner et savoir ce qu'il se passe. CP, CE1, ça, on ne parle pas encore de harcèlement, ce sont plus des enfants qui se sentent un peu mis à part du groupe, mais ça nous arrive des fois de voir dans la cour de récréation des enfants qui sont un petit peu à l'écart, donc on va vraiment vers eux, mais là le fait de l'avoir matérialisé par un banc très coloré, on se dit que ce sera peut-être plus facile pour eux de nous parler. Moi je suis comme ça et alors, moitié soleil, moitié pluie, on est tous faits de rouler dans le mystère infini. Ces propos ont été recueillis par Fabien Bonilla et vous avez pu le constater, l'inauguration de ces 2 bancs s'est tenue dans la bonne humeur et en chanson. Résident monégasque par amour de la principauté, Keith Chapman est surtout le créateur du célèbre dessin animé Pat' Patrouille. À travers sa capacité à imaginer des mondes fantastiques et des personnages attachants, il a révolutionné la façon dont les enfants interagissent avec la télévision. Cette année, Pat' Patrouille fête ses 10 ans, l'occasion pour le scénariste de partager l'origine de la série et un souvenir marquant à ses yeux, il est au micro d'Anaïs Rieu. I didn't want to use all humans. I wanted an animal to be in it, and I thought what's probably the most popular pet in the world, and it had to be puppies because that's universal. Kids all over the world love puppies. So I thought, well, maybe they could be rescue dogs that rescue people, and that was the concept. It was a very simple concept. And having a boy who could raise them and teach them how to save people and save the day, if you like. And it just took off. I mean, it was just the perfect idea that everybody loved straight away. It came out in 2013 in the United States and sort of traveled all over the world. It's 10 years old this year. I went to Nice to see the Paw Patrol show, the live action theatre show, you know, with the songs, all the characters on stage, but literally a line of families and kids outside stretching for, you know, hundreds of yards, like thousands of people all going into the show and all getting excited and watching it from the theatre. And I'm just part of that, and nobody knows who I am, so I'm anonymous, which is really nice. I can watch it and just watch the reaction and the power that the characters have on these kids. It's pretty cool to see. Et son prochain projet est déjà lancé. Ozzy raconte les aventures d'une jeune orang-outan héroïque sauvant la forêt tropicale de la déforestation. Prévu pour 2024 au cinéma, ce long métrage est soutenu par la société de production cinématographique de Leonardo DiCaprio. Rien que ça.
Une exposition de sculptures à ne pas manquer pour poursuivre ce journal. Elle s'intitule « Émotions sublimées » et vous pourrez la retrouver jusqu'au 5 décembre au quai Antoine Ier. C'est l'Association internationale des arts plastiques qui propose le travail d'Ania Guillaume. Habitante de la Côte d'Azur, elle crée des œuvres en céramique dans un langage asiatique. Elle a en effet puisé son inspiration et ses techniques dans une vie de voyage et d'études en Europe et au Japon. Ce mardi 28 novembre, un happy hour spécial Rachmaninov a été proposé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Des musiciens de renom ont encore une fois pu rendre un hommage tout particulier au compositeur. José Sacré et Lionel Bernardi vous emmènent au cœur de ce concert de musique de chambre qui a rendu heureux, ça c'est sûr, tous les mélomanes. Lisa Kerop violon, Thierry Amadi violoncelle, Slava Gershevich piano, un trio de musiciens d'exception interprète le trio élégiaque numéro 1 en sol mineur de Rachmaninov dans le cadre du 150e anniversaire de sa naissance. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lui a consacré 8 concerts cette saison. Un hommage justifié ? 1000 fois, et particulièrement au niveau de la musique de chambre parce qu'il a très peu composé. En musique de chambre, il y a 2 quatuors, il y a 2 trios élégiaques. Il y a une sonate pour violoncelle. Voilà, il y a peu de pièces et elles sont incroyables. Le violon n'a pas la chance qu'ont les violoncellistes, les pianistes, même les chanteurs. Et même la vocalise, on l'a volée. La vocalise qui donc a été volée et par les violonistes et par les violoncellistes et par tous les instruments au monde, sachant que à la base c'est quand même pour chant. Mais là, c'est une version avec piano, donc ça n'a rien à voir. On est vraiment sur un fil. C'est à la fois poignant, intense et très fragile. Donc l'œuvre est complètement revisitée. Pour terminer ce concert, Thierry Amadi violoncelle et Slava Gershevich piano interprètent la sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, opus 19 de Rachmaninov. Incroyable. Elle a été composée juste après le 2e concerto pour piano. Les pianistes se plaisent à dire que c'est le 5e concerto. Il y a des notes partout, elle est redoutable, mais c'est une merveille. Et le prochain rendez-vous pour les amoureux de musique à l'OPMC, ça sera ce week-end, le 3 décembre précisément, avec un concert symphonique. Une information sportive à présent à vous communiquer. À un mois pile de l'événement, le All-Star Game se tiendra le 30 décembre prochain à l'Accor Arena de Paris. Les noms de tous les participants ont été dévoilés ce mercredi en fin d'après-midi. Et c'est Sasa Obradovic qui entraînera l'équipe de France avec Elie Okobo parmi les forces en présence. L'équipe qu'ils affronteront s'appelle l'équipe Monde et elle sera composée notamment de Mike James et d'Alpha Diallo. De beaux duels monégasques sont donc à prévoir dans ce match et à l'occasion des concours de tir à 3 points et de meneurs. Comme chaque soir, nous faisons un point sur la météo qui vous attend pour demain. Bonsoir à vous, Christine Datomel. Alors, quel temps est prévu pour ce vendredi 1er décembre ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Demain, on prévoit un temps très nuageux avec de la pluie. Les températures seront comprises entre 12 et 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h42 et se couchera à 16h56. Vendredi, nous souhaiterons une bonne fête aux Florence. La Société nautique de Monaco organise ce week-end son traditionnel Challenge Prince Albert II. Cette compétition internationale d'aviron de mer réunit les meilleurs spécialistes du monde. Un 18e volet composé de 22 équipes et comptant en tout 110 participants. Nos photographes Manuel Vitali et Frédéric Nébinger vous font ce soir revivre en images les précédentes éditions.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Demain, vous retrouvez Yannick Debevert à la présentation de ce journal. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Belle soirée.